J'ai pour mission de traiter les complications au long cours, mais en fait, Anne Dariel a déjà entamé cette discussion, donc je pense qu'on va pouvoir rattraper un petit peu du temps qu'on a perdu. Alors, vous allez voir, le Hirschsprung, c'est, comme on nous l'a dit tout à l'heure, un peu marquis de sadiste et un peu marxiste, si on doit classer le Hirschsprung dans les étiologies. Et pour commencer mon topo, j'ai pris en fait un travail qui a été publié qui essaye de répertorier quels sont les principaux outcomes, les principaux souhaits qu'on obtient, enfin résultats qu'on souhaite obtenir quand on traite les Hirschsprung. Donc ça a été fait avec des soignants, des médecins, des paramédicaux et des malades. Et donc ce qui est sorti à la fin du compte, c'est que il y a une liste de choses qu'on aimerait bien ne plus avoir dans les Hirschsprung, c'est-à-dire pas de décès, pas d'incontinence fécale, pas de défécation, enfin avoir une défécation normale, volontaire, donc la sensation de besoin, la capacité de rétention et la capacité d'exonération. Pas de stress psychologique, bon ça c'est peut-être un petit peu utopique, pas d'incontinence urinaire, un score objectif de qualité de vie et de fonction intestinale qui soit correct, des opérations non planifiées qui si possible soient les plus rares possibles, pas de stomie permanente et pas d'épisode d'entérocolite. Donc en fait, c'est vraiment le listing de ce qui est problématique pour tout le monde, hein, les médecins et les médecins, les chirurgiens, les soignants et les malades. Donc on va les prendre un par un. Alors la première question, c'est la mortalité. Alors classiquement, la maladie du Hirschsprung n'est pas une maladie qui entraîne une surmortalité très importante, mais en fait, il y a quand même une étude qui a été faite sur une population scandinave, et vous voyez que finalement, il y a quand même une diminution quand même de la survie. La survie est moins bonne chez les Hirschsprung, c'est pas toujours significatif, mais c'est quand même assez évocateur. Et vous voyez que c'est à tous les âges. Alors j'ai regardé un peu les causes des décès, ils sont très variables. C'est pas spécialement médical, ça peut être des décès, des traumatismes, des choses à côté, mais qui témoignent peut-être aussi d'une qualité de vie qui n'est pas très satisfaisante. La mortalité, donc vous voyez, varie de 2 à 12% selon le niveau des pays. Donc 2%, c'est pour les pays les plus développés, donc 12% dans les pays moins développés. Et vous voyez que le risque, même si on corrige en fonction des formes syndromiques, en particulier la trisomie 21, eh bien le risque de mortalité est quand même plus élevé, ce qui témoigne qu'on a quand même une marge de progrès qui est loin d'être négligeable. Alors, on va commencer par l'incontinence fécale. Donc ici, c'est une méta-analyse qui vous montre que, grosso modo, avec toutes les études, ben, vous avez un taux d'incontinence fécale qui se situe autour de 18 ou 20%. Alors, l'incontinence fécale, en fait, dans l'attitude de la conduite à tenir, ce qu'il va falloir, c'est essayer d'analyser avec une manométrie anorectale, un examen sous-âgé et une opacification, qui sont toujours les trois examens clés un petit peu pour débrouiller une situation qu'on juge complexe. Et puis éventuellement des examens plus sophistiqués. Ici, en l'occurrence, c'est éventuellement une échographie endorectale du sphincter, en sachant que nous, on n'a pas l'expérience de ça à Robert Debré. Et donc, les principales causes de cette incontinence, eh bien, c'est pas toujours très facile à établir. Il y a bien sûr les lésions sphinctériennes par dilacération du sphincter au moment de la chirurgie, et donc c'est des séquelles, ou par sphinctérotomie qui a été volontairement réalisée. Et ça, dans ces situations-là où il y a vraiment un sphincter, enfin un appareil sphinctérien qui ne permet pas la continence, les traitements vont être effectivement par la prise en charge avec des lavements soit rétrogrades, soit antérogrades, avec la mise en place d'interventions de Malone. Il y a le deuxième cause, c'est, je vous montrerai quelques images après. La deuxième cause, c'est les anomalies sensorielles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un défaut de la sensation et de la réplétion du néorectum, donc de la zone ABC, qui effectivement n'est pas faite pour ça, hein, quand même quelque part. Et on peut avoir, alors ça peut être lié à des anomalies intrinsèques liées à la maladie elle-même, à la dénervation lors de la chirurgie, ou à une distension chronique du fait d'une constipation qui dure, par exemple. Là, on a un intérêt pour essayer de comprendre ça avec la manométrie, et les traitements sont là d'essayer de désimpacter avec donc un traitement laxatif et éventuellement chez les plus grands du biofeedback, et si on échoue avec des lavements itératifs. Le deuxième problème, c'est que dans le haut du canal anal, c'est là qu'on est censé avoir la sensibilité de la nature des selles. Et donc, c'est là qu'on reconnaît si les matières sont des gaz, des liquides ou des solides. Et là, on pense que quand même l'intervention chirurgicale et la maladie elle-même, qui quand même réduit l'innervation locale,
peut entraîner une défaut de cette sensibilité et donc peut-être de moins bien sentir les selles. Et ça se voit en particulier, ça a été dit tout au moins. Alors je crois qu'on ne comprend pas tout, hein, donc il faut être prudent dans ces propos, mais ça a été dit peut-être avec des lésions de la ligne anneau-pectinée, on le verra tout à l'heure. Peut-être que là aussi des techniques de biofeedback pourraient être utiles, mais j'ai en fait pas vu beaucoup de biofeedback et Hirschsprung dans la littérature, mais il est possible que j'ai raté des papiers. Et puis enfin, il y a ce qui est appelé la pseudo-incontinence, qui en soit en fait de l'encoprésie classique que nous on connaît par constipation terminale avec une accumulation de sel, une dilatation du néorectum et donc un émoussement de la sensibilité qui aboutit à nécessiter donc de vidanger ce néorectum et de donner des laxatifs au long cours, en éliminant bien sûr des causes obstructives sur lesquelles on va revenir. Et puis, il y a aussi, paradoxalement, des situations où il y a une hypermotilité colique. Et là, en fait, ce qu'on imagine, c'est que le côlon fonctionne très bien, voire trop bien, et qu'il amène des selles dans le néorectum abaissé de façon trop fréquente, avec une pression trop forte, et que là, il y a une envie qui est très impérieuse et difficile à maîtriser. Et dans ces situations-là, eh bien, il va falloir plutôt réduire la motricité colique avec des inhibiteurs de la motricité, comme type l'opéramide. Et donc, vous voyez que dans cette situation dite de pseudo-incontinence, en fait, on est avec des situations très antinomiques et qu'il va falloir nous débrouiller avec une réflexion des fois un petit peu compliquée. Alors, quelques images. Vous voyez ici des lésions probables du sphincter. Ça se voit déjà avec un anus qui paraît ouvert quand on le regarde. Et puis, à l'examen sous anesthésie générale, eh bien, vous voyez que la ligne pectinée est bien respectée et que c'est probablement plutôt en profondeur. À l'inverse, dans cette situation-là, l'abaissement a été probablement un petit peu bas avec la disparition de la ligne anneau-pectinée qui entraîne des fuites et une incontinence importante avec des lésions du siège qui sont, vous le voyez là, et qui sont très inconfortables, bien entendu, pour les patients. Alors ici, c'est une image qui a été publiée par Leavitt pour essayer d'illustrer justement les deux formes un peu de pseudo-incontinence. Là, il n'y a pas de problème de sensibilité, mais on se retrouve ici avec un côlon atone qui a du mal et qu'il va falloir vidanger pour essayer de faire que l'évacuation se passe bien. Et donc là, on va traiter une constipation un peu ressemblante à la constipation dite fonctionnelle, alors qu'ici, vous avez un côlon qui est plutôt fin, qui a des ostrations qui sont très correctes et un néorectum qui n'est pas du tout dilaté, suggérant que peut-être on est dans une forme hypermotile qu'il va falloir au contraire traiter par plutôt des ralentisseurs du transit. Donc vous voyez que là, il y a un intérêt de bien interroger, de bien comprendre, éventuellement de tâtonner un peu avec les traitements et de faire ces explorations à la fois radiologiques et puis de demander au chirurgien de revoir la situation s'il y a besoin. Ici, c'est l'algorithme donc pour l'incontinence. Je passe vite. Donc vous avez la sensation de besoin qui est bien ressentie avec la possibilité de contrôler l'évacuation. Alors ça, évidemment, il faut que l'enfant soit déjà un petit peu grand. Et donc, si c'est le cas, si c'est pas le cas, vous avez une vraie incontinence. Et là, il va falloir faire un examen sous AG et probablement partir vers des programmes de lavement. Et puis, dans la situation où vous avez une capacité de contrôle, on est plutôt dans la pseudo-incontinence avec les deux voies que j'ai essayé de décrire tout à l'heure. Le deuxième gros problème, c'est le problème de la constipation que vous connaissez tous. On suit tous des Hirschsprung qui sont constipés. Beaucoup d'entre eux, en fait, gardent une constipation. Et ici, vous avez dans la même méta-analyse, vous voyez à peu près 15% de constipation qui sont des constipations un peu notables puisqu'il va falloir les prendre en charge de manière médicale et pas simplement avec un laxatif facile. Donc là aussi, la conduite à tenir repose sur un peu les mêmes examens. Là, peut-être il y a plus d'intérêt de l'examen sous anesthésie générale et de l'opacification du côlon. De temps en temps, on peut essayer de mieux apprécier la fonction colique. Donc déjà, il y a plusieurs causes possibles pour cette constipation et c'est pour ça qu'il va falloir parler et éventuellement multidisciplinaire avec les radiologues, avec les chirurgiens et puis éventuellement les stomathérapeutes ou les gens qui s'intéressent à ces problèmes-là. Et donc, on a bien sûr toujours la disparition du réflexe recto-anal inhibiteur, puisque dans la maladie du Hirschsprung, ce réflexe disparaît, vous le savez, c'est une des méthodes diagnostiques, et qu'il ne réapparaît pas après la chirurgie, ce qui veut dire que quelque part, le sphincter externe est quand même en situation d'être resserré un petit peu plus, donc c'est ce qui a été appelé l'achalasie, et donc c'est
une hypertonie, entre guillemets, déjà, entre guillemets, naturelle liée à la maladie sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Après, on peut avoir une hypertonie sphinctérienne qui est plus ou moins documentée avec des manométries. Et ça a été discuté par Anne Dariel tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment l'indication à la toxine botulique, en sachant que des fois, la mesure de la pression n'est pas toujours très pronostique des résultats. Je ne sais pas ce que Anne en pense, elle nous dira peut-être tout à l'heure. Mais donc, du coup, c'est un peu empirique et ça vaut éventuellement le coup de faire des injections de toxines en fonction de la situation. Et les résultats dans la littérature sont de l'ordre de grandeur de ce que vous a montré Anne, avec la moitié à 2 tiers des cas, avec des bons résultats au moins à court terme. Il y a des sténoses de l'anastomose, et là on peut le voir au toucher rectal, et les indications sont plutôt les dilatations. Il y a des torsions et des coups durs du segment colique abaissé, c'est ce que Anne vous a montré avec les twists, et donc là c'est une reprise chirurgicale qui va s'imposer. Dans les situations de Duhamel, on peut avoir des néorectums qui sont trop gros, avec des éperons qui peuvent venir faire obstacle à l'évacuation colique. Et puis, dans le cas du SOAV, le manchon peut être soit trop long, soit trop serré, parce qu'il n'a pas été, enfin, au moment de la chirurgie, il a été laissé trop long ou pas suffisamment coupé. Et puis, enfin, on peut avoir des adhérences, comme dans toutes les situations. Et à la fin, si tout ça est éliminé avec l'examen, eh bien, il faut penser, comme vous l'a dit Anne, à une situation où on est dans une zone de transition, qui est passé inaperçu, et reprendre les lames initiales pour vérifier qu'on n'est pas en zone transitionnelle ou voire même qu'on a laissé une zone aganglionnaire. Et puis enfin, la dernière question, c'est un trouble de la motricité globale qui est plus rare et plus difficile. Et dans ces situations-là, on est plutôt à devoir traiter des troubles de la motricité avec des médicaments qui induisent la motricité type pyridostigmine. Donc ça, c'est l'arbre décisionnel. Ici, je vous montre quelques images. Donc, un SOAV avec un manchon qui est trop long, qui, vous voyez, fait obstacle. Ici, un manchon qui est trop serré. Ici, vous avez une intervention de Duhamel avec, vous voyez, un gros rectum, un gros néorectum et un éperon qui est probablement un peu large et qui peut venir obsturer. Ici, vous avez un twist. Ça, c'est un peu les mêmes images que vous a montré tout à l'heure Anne, à droite. On a pris les mêmes références. Et ici, vous avez une zone qui est une zone aganglionnaire résiduelle qui n'avait pas été enlevée, ou une zone transitionnelle. Et vous voyez la dilatation en amont. Donc, ça vaut le coup de reprendre quand même les dossiers anapates. Quand on se pose des questions, il y a toujours questions. Alors, on dit que donc, les patients et les médecins préféraient qu'il n'y ait pas de chirurgie de reprise. En fait, il y a quand même des réopérations. Ce n'est pas très fréquent. Et donc, il y a une petite série, là où vous voyez, il y a quand même 75 patients qui ont été repris. Et vous voyez que c'était pour des obstructions mécaniques, des Duhamel qui avaient petit à petit s'étaient dilatés, des manchons occlusifs, des segments aganglionnaires, des dilatations du segment d'aval, des complications post-opératoires infectieuses, mais là, c'est des situations plus à court terme. Donc, vous voyez qu'on retrouve toutes ces situations qu'on a décrites tout à l'heure. Et alors, il vaut mieux ne pas se faire réopérer globalement avec des pronostics, parce qu'on va de nouveau retourner, éventuellement avoir les iatrogénies liées à la chirurgie. Mais de manière générale, les gens pensent quand même que les réinterventions, quand elles sont nécessaires, sont souhaitables, avec des résultats qui sont globalement bons. Après, la qualité de vie. La qualité de vie concerne deux choses, les capacités de défécation, les capacités défécatoires. Et donc là, je vous montre une étude sur 80 malades opérés avec un Svensson. Et vous voyez que dans 60% des cas, la défécation est considérée comme correcte, ce qui est quand même un résultat très bien. Je veux dire, il ne faut pas non plus être trop pessimiste. On voit toujours les complications, mais il faut voir aussi. Enfin, ça laisse 40% qui ont des difficultés. L'incontinence, vous voyez que 55% des gens n'ont pas d'incontinence et 10% ont une incontinence qui est un problème social, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus sortir, ils sont vraiment embêtés avec ça. Donc, c'est des situations quand même très, très difficiles. La constipation, vous voyez qu'il y a 60% qui n'ont pas ou peu de constipation, mais qu'on va avec des lavements chroniques dans 25% des cas, dont 13%, et dans 13% des cas de ces 25%, eh bien, on a mis en place des lavements antérogrades avec une intervention de type Malone. Alors, il faut savoir quand même que le Malone, vous voyez, je vous ai mis ici, c'est que 2 sur 58 enfants qui ont eu un Malone ont eu un Malone pour un Hirschsprung. Donc, on fait rarement des Malones dans le Hirschsprung. Ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas le cas souvent.
L'estomie représente 5% des cas. J'ai oublié de vous dire que je ne traite ici que des formes courtes et que volontairement, je n'ai pas voulu parler des formes longues qui posent d'autres problèmes. Et je n'ai pas non plus parlé des formes syndromiques type Mowat-Wilson ou trisomie 21 qui posent là aussi d'autres problèmes. Alors la qualité de vie globale, donc qui a été évaluée avec des échelles, vous voyez, classiques de score total, score physique, émotionnel, social et résultats scolaires. Et vous voyez que comparé à une constipation fonctionnelle, 73 enfants, et là il y avait 52 Hirschsprung qui ont été interrogés, vous voyez que les scores sont quand même relativement similaires. Donc la qualité de vie rapportée soit par ici les enfants, soit par les parents, finalement est peu différente d'une colopathie fonctionnelle, ce qui quelque part est rassurant. Et puis d'un point de vue plus qualitatif, vous avez ici à gauche ce dont se plaignent les gens. Donc quand les enfants sont très petits, c'est d'un isolement, des difficultés de mettre en place, de prendre en charge l'enfant dans sa situation. Ce qu'on attend chez l'enfant, c'est plutôt de l'anxiété, des problèmes relationnels, d'absentéisme scolaire. Chez l'adolescent, c'est de l'image du corps, c'est la sensation d'être différent, l'anxiété, de la dépression. Et puis après, c'est l'intégration dans la vie avec toutes les difficultés. Donc tout ça est à prendre en compte et c'est relativement important d'aller plus loin. Et je pense que les associations de malades ont un rôle important dans cette situation-là. Un mot sur les entérocolites, Anne Dariel vous en a parlé. Donc, c'est des situations qui sont chiffrées à environ 15% des cas, mais qui sont souvent un peu de diagnostic retardé. Donc, il faut bien y penser, c'est ce qu'elle vous a dit. Et il n'y a pas de définition très carrée et il n'y a pas de physiopathologie très reconnue non plus. Quand j'ai relu un peu sur la physiopathologie, ça fait un petit moment que je me posais cette question-là. En fait, je trouve que le Hirschsprung ressemble finalement assez à la mucoviscidose pour ça, où vous avez finalement, vous voyez en histologie, des impactions mucoïdes dans les cryptes, et vous avez ici, bien sûr, du fait de l'entérocolite, une inflammation avec des exulcérations. Et en fait, quand on réfléchit, les impactions mucoïdes qui font ressembler à la mucoviscidose rappellent les déficits de sécrétion de cette mucoviscidose. Et donc, il y a des déficits de sécrétion, un mucus trop visqueux, une dysbiose qui a été décrite, éventuellement des défauts de la barrière. Et tout ça, finalement, ramène quand même au système nerveux entérique, comme vous l'a dit Anne Dariel, les plexus de Meissner, qui sont les plexus sous-muqueux, finalement, ils ont pour fonction de réguler la sécrétion hydrosodée, hydroélectrolytique, et de réguler aussi la sécrétion de mucus. Donc, il est possible qu'il y ait encore des anomalies à minima qui existent dans ces plexus de Meissner et qui pourraient expliquer ces entérocolites. C'est une opinion personnelle. Alors j'ai essayé de trouver des arguments pour ça. Et en fait, il y a un travail qui a été publié par Necker récemment où vous voyez qu'en reprenant des cas de diarrhée chlorée congénitale qui n'ont rien à voir avec de la dysmotricité, eh bien, il y a assez souvent une MICI, une inflammation de l'intestin, avec ici, vous voyez l'apparition des cas au fil du temps. Ce qui suggère que des simples anomalies, entre guillemets, de la sécrétion hydrosodée peut quand même entraîner de l'inflammation, et c'est peut-être le cas dans nos Hirschsprung. Alors, l'entérocolite associée au Hirschsprung, c'est important de la reconnaître et surtout de la traiter. Elle est plus fréquente dans les formes longues, en cas de trisomie 21, en cas d'antécédent d'entérocolite et en cas d'obstruction mécanique. Et il va falloir rechercher cette obstruction mécanique s'il y a des entérocolites pour essayer de la traiter et prévenir la récidive. Et donc, le diagnostic est basé en fait sur des signes de fièvre et d'altération de l'état général, de distension et de diarrhée. Et la prise en charge repose sur la vidange du côlon abaissé, les antibiotiques et l'équilibre hydroélectrolytique, et puis la recherche de cet obstacle fonctionnel dont on a parlé. Une ou deux images. Donc, vous voyez une très grande distension aérique du côlon, c'est comme un mégacolon toxique, avec un épaississement de la paroi par endroits. Ici, vous voyez qu'il y a des images d'addition qui témoignent d'exulcération et puis des images de soustraction qui témoignent probablement d'œdème. Et en fait, il y a des scores qui ont été proposés par l'équipe américaine. Alors, il y a des scores assez compliqués qui sont finalement peu utilisés, mais ces scores sont plus simples, avec, vous voyez, 3 catégories selon la gravité de la clinique, anorexie, diarrhée ou diarrhée plus marquée avec de la fièvre et puis ici une obstruction complète. En examen physique, une distension plus ou moins marquée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ici, c'est un état de choc ou de pré-choc. Et puis, sur la radio, un iléus ou carrément une distension comme on vient de la voir, voire à la fin, une pneumatose, une pneumopéritoine, comme dans les entérocolites du prématuré.
La prise en charge dépend des 3 catégories. Si vous êtes dans la catégorie la plus modeste, vous allez donner une réhydratation orale à domicile, du métronidazole, parce qu'on veut traiter les anaérobies, et le Clostridium difficile qui a été des fois impliqué dans ces entérocolites, et puis considérer éventuellement des irrigations. Et puis dans les formes plus sévères, on hospitalise, on fait des irrigations rectales, on met des antibiotiques à large spectre, et puis en réa, bien entendu, ça devient de la réanimation avec des soins intensifs. Et toujours aller rechercher l'obstruction derrière pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose. Éventuellement, en sauvetage, on peut imaginer une dérivation. Un petit mot des complications à côté, qui sont souvent, en tout cas de ma part, moins connues, et qui sont les signes urinaires. Vous voyez qu'il y a des problèmes urinaires avec ce qui est appelé ici dysurie dans 7% des cas en moyenne. En réalité, dans cette étude où on a repris 37 enfants, donc il y a surtout des garçons, c'est des Hirschsprung, en abaissement transanal, ils ont en moyenne 4 à 8 mictions par jour dans la plupart des cas. Ils ont des énurésies nocturnes dans 60% des cas, ce qui est quand même beaucoup, plus que la moyenne des enfants normaux. Alors ça dépend de l'âge, bien entendu. Et ils ont une incontinence diurne 7 fois sur 37 et des infections urinaires 7 fois sur 37. Et ce qui m'a étonné, c'est que dans cette étude, ils ont regardé aussi s'il y avait des anomalies à l'échographie du tractus urinaire. Et ils en ont trouvé dans 10% des cas, ce qui est plus que la population générale, où on a en général moins de 2% des cas avec des anomalies urinaires. Donc, il semble bien qu'il y ait quand même des signes urinaires plus fréquents chez les Hirschsprung au long cours. Et ça semble, dans plusieurs études, être associé aux signes de constipation ou d'incontinence. Il y a aussi des difficultés sexuelles qui ont... Alors là, j'ai trouvé qu'une seule étude menée au long cours. Bien sûr, c'est devenu des jeunes adultes. Et vous voyez ici, chez les garçons, que la plupart ont quand même des érections satisfaisantes avec une capacité à procréer qui est correcte. Et vous avez ici les chiffres. Donc ici, c'est la moyenne des gens normaux, moins une déviation standard des populations générales, moins 2 déviations standards de la population générale. Donc il y a un petit peu plus de gens qui se situent en dessous de moins 2 déviations standards pour le score de bonne santé sexuelle. Mais chez les femmes, vous voyez que les scores sont beaucoup moins bons, avec beaucoup de dyspareunie, des difficultés à procréer qui sont quand même loin d'être négligeables, et beaucoup de gens qui se situent en dessous de la moyenne certainement, mais souvent en dessous de moins 2 DS. Donc là aussi, il y a un problème un peu plus large qui vient probablement un petit peu des séquelles de la chirurgie et des problèmes sur le petit bassin. Donc, en résumé, la maladie du Hirschsprung doit être considérée comme une maladie qui dure toute la vie, qui n'est pas que pour un moment néonatal. Que la complication majeure, c'est l'entérocolite, il faut toujours y penser, il faut toujours y réfléchir. C'est ce qui tue dans les cas les plus graves. Que le pronostic fonctionnel, il faut des fois réfléchir un petit peu et s'asseoir à plusieurs pour essayer d'avancer. Il faut penser aux complications urinaires et sexuelles à long terme et prendre en charge le malade et sa famille. Et je vous ai mis ici une association de malades, la FMA, qui participe à mardi et qui est importante puisque, comme dans toutes les maladies chroniques, un soutien est souvent le bienvenu. Merci de votre attention. Merci beaucoup. J'invite le Dr Marielle aussi à... avant d'ouvrir des questions, moi j'avais juste un commentaire en reliant les 2 présentations. En tant que chirurgien dans un plateau des gastroentérologues, je pense que c'est très important parce qu'il y a une variabilité dans les institutions sur qui suit à long terme ces enfants. Les chirurgiens, les gastroentérologues ou parfois abandonnés à la nature, qui suit cet enfant doit maîtriser la chirurgie qui a été faite au départ. Donc savoir si c'était en Soave, en Svensson, on doit mettre, maintenant il y a des formes hybrides de Soave, Svensson. C'est important pour qui suit les malades, pour anticiper quelles sont les possibles complications à long terme et donc les flowcharts diagnostiques qu'on vient de voir. Effectivement, je pense que c'est un point important. Enfin, nous, on va faire notre mea culpa. Je pense qu'on devrait mieux standardiser, mieux protocoliser le suivi qui est fait effectivement un petit peu par les médecins, un petit peu par les chirurgiens, mais pas forcément de façon optimum. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a une solution simple, c'est de consulter ensemble gastro et chirurgien. Je pense que Anne connaît cette organisation-là.
Oui, c'est vrai, ça c'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple, hein, ouais. Nous à Marseille, c'est vrai que moi j'ai une gastro-entérologue, le docteur Cos, avec qui je consulte, mais c'est pour les formes coliques totales, hein, pour les formes longues. Mais moi, pour les formes courtes, je suis malheureusement plutôt seule. Et j'ai une diététicienne qui vient, mais c'est vrai que moi j'ai pas de appel au gastro-entérologue. Et j'ai une question peut-être pour Jean-Pierre. Il y a 2 publications importantes italiennes sur allergie aux protéines du lait de vache et Hirschsprung. J'avoue que sur ce message italien, moi je recherche, on trouve quelquefois des gamins de 3-4 ans qui traînent avec cette allergie bizarre. Dans ton expérience? J'ai pas de réponse. C'est pas quelque chose auquel je me suis intéressé. Tu connais mieux que moi là. Oui, c'est vrai parce que moi j'en ai beaucoup, les suivants que je mets déjà sans lactose, hein. J'en ai énormément du Hirschsprung qui n'ont pas de lactose, même à 3-4 ans, je suis complètement d'accord. Et on a certains qui ont même besoin d'une exclusion complète de protéines de lait de vache. Ils ont vraiment une intolérance à certains aliments qui est connue, hein, de toute façon, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Mais le lait a vraiment un impact important sur leur transit, hein, et leur qualité de vie, hein, parce qu'ils sont ballonnés. Les enfants qui sont intolérants, ils ont des diarrhées, enfin c'est très compliqué pour eux à vivre. Ouais. Bonjour, merci. Dans votre pratique, quelle est la place, alors s'il y en a une, de la manométrie anorectale au moment du diagnostic chez le petit? Alors la manométrie anorectale, on n'en fait pas du tout dans le centre où je suis maintenant. À Nantes, on en faisait quelques-unes, mais il est vrai que de toute façon, c'est plutôt chez les plus grands qu'on le faisait. Moi, quand j'étais à Nantes, on le faisait à partir de 6 mois, 1 an, quand on avait des diagnostics difficiles. Mais nous, on fait la biopsie rectale très facilement, même sous anesthésie, ouais, et lavement opaque. Donc moi, j'utilise plus la manométrie anorectale du tout là. On l'utilise, vous avez vu, même plus pour les patients qui sont obstructifs. Parce que finalement, une dysynergie ou l'hypertonie, c'est vraiment un examen clinique et c'est l'interrogatoire qui le dit. Et après, nous, on fait du botox dans ces cas-là. Donc, mais pas de manométrie, j'en fais très peu. Vous avez quoi comme expérience des ulcérations type Crohn-like, des anastomoses? Pardon, j'ai pas compris. Les ulcérations Crohn-like, des anastomoses, vous avez quoi comme expérience? Alors, les ulcérations sus-anastomotiques dans le Hirschsprung sont quand on a dans notre expérience, c'est quand il y a une anastomose iléocolique. Donc en fait, quand on abaisse un grêle, donc c'est dans les situations de Hirschsprung long, puisque ça va jusqu'au grêle, et qu'on les abaisse en duhamel, puisqu'il faut une anastomose iléocolique. Donc dans ces situations-là, effectivement, on peut avoir des ulcérations qui sont en général sur le grêle d'amont et qui sont des situations difficiles avec des traitements qui ne sont pas codifiés. On a publié quelque chose il y a 2 ans là-dessus. On a fait une enquête européenne et ce qui marche le moins mal, je vais dire, c'est de les prendre en charge avec une assistance nutritionnelle type modulène. Les antibiotiques viennent peut-être en 2e ligne, mais c'est des antibiotiques cycliques au long cours. Et puis après, on peut partir sur d'autres traitements type Mickey, avec des immunosuppresseurs, des biothérapies, etc., mais qui n'ont pas fait vraiment la preuve de leur efficacité. Il y a eu des papiers, mais dans la vraie vie, ça paraît moins solide. Bon, on peut aussi reprendre le duhamel s'il est trop large, enfin éviter la pullulation, des choses comme ça. Nous, on travaille un peu là-dessus à Marseille, sur les ulcères anastomotiques, donc dans les grêles courts de type 2 en général. Hein, et on s'est rendu compte dans notre cohorte qu'en fait, tous ces patients-là avaient une vraie dysmotricité sous-jacente en fait, du côlon ou du rectum, avec une vraie pullulation bactérienne et vraiment des aspects de colite importants. Donc nous, on travaille plutôt sur le côlon actuellement. Alors je ne sais pas si ça marche ou pas, hein, on a commencé il y a 2 ans, mais on travaille vraiment beaucoup sur le côlon. Donc moi, je travaille sur la défécation, sur la kiné, sur parfois le botox, sur le péristine. On a une approche un peu différente actuellement et une approche peut-être un peu plus préventive qu'on essaye de mettre en place même pour les nouveau-nés là, hein, qui ont des grêles courts de type 2. Là, on essaye un peu de faire attention actuellement. Mais je ne sais pas si ça marchera. Mais je crois qu'on s'éloigne du sujet là, non? Oui. Oui, merci pour cette belle table ronde. J'ai une question. Oui, par rapport au microbiote, il y a 2 papiers l'année dernière qui ont montré quand même des données intéressantes sur le microbiote des patients avec maladie de Hirschsprung. Je ne sais pas si c'est quelque chose, parce que tout à l'heure, Jean-Pierre, tu parlais justement des
données qui rappelleraient peut-être la fibrose kystique, mais est-ce que la piste du microbiote, c'est quelque chose... La dysbiose, elle a été documentée. Oui, il y a des gens, mais s'il y a une maladie où il n'y a pas une dysbiose, tu m'envoies le papier, parce que c'est quand même assez rare. Donc, dans une maladie où il y a des entérocolites, il y a une dysbiose, c'est un peu attendu. Donc, une fois qu'on a dit ça, on ne résout pas vraiment le problème. La question, c'est de savoir quels sont les microbes retrouvés. C'est vrai qu'on retrouve souvent du Clostridium qui a été mis un peu en avant. Bon, c'est bien de rechercher la toxine, etc. Après, est-ce que ça résout vraiment tous les problèmes? C'est pas très clair. Et en tout cas, on traite l'entérocolite avec une antibiothérapie à large spectre. Ouais, Je ne sais pas si les probiotiques, prébiotiques, c'est des données molles quand même. Oui, c'est ça, parce que la question, c'est toujours en amont, comment prévenir ces entérocolites? Est-ce qu'on pourrait anticiper on parlait d'alimentation tout à l'heure, et c'est sûr que c'est des questions qui restent en suspens. Ouais. Je pense que c'est très intéressant. Il y a d'autres questions, mais malheureusement, on n'a pas de temps pour... Merci tout le monde.